Vous avez entendu ce qu'il a dit? La fête est finie. Allez, vite ton sac, gamin. Qu'est-ce que tu sais à propos de ce bouquin? D'abord, je veux savoir comment tu l'as eu, à quel endroit et à quel moment. Salut Laura. Salut Alex. Je suis vraiment ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode de Tech Source. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur parce que vraiment en termes de veille, à te lire toutes les semaines, à lire ta newsletter et à te suivre, je découvre énormément de choses, j'imagine comme tout lecteur. Merci. Et aujourd'hui, tu viens nous vider ta stack, ton stack de sources. C'est le principe de l'émission. Donc pour ceux qui connaissent pas l'émission, l'idée c'est d'aller au-devant d'incroyables veilleurs, veilleuses pour leur demander les sources qu'ils utilisent. On va commencer par un petit vrai ou faux. Alors vrai ou faux, tu as travaillé pour un robot pendant quelques années? Vrai. Je sais pas si c'est moi qui ai travaillé pour le robot ou le robot qui a travaillé pour moi, remarque. On dit un mot? Ouais, bien sûr. J'ai eu la chance d'être la dernière CMO de Aldebaran Robotics avant que Bruno Maisonnier vende tout à Massa. Donc, il y avait déjà 78%. Donc, j'ai aussi bossé beaucoup avec Masayoshi-san et SoftBank. Mais surtout, j'ai lancé Pepper. T'as lancé Pepper, qui est le robot. Et j'ai mis Nao chez Ardisson. Ah, c'est toi qui as mis Nao chez Thierry? Et non, j'ai fait mieux que mettre Nao chez Ardisson. J'ai fait payer Ardisson pour qu'il me... Non. Il payait. Il a voulu qu'on lui offre. Bah à l'époque, c'est vrai que c'était impressionnant ce petit robot. À l'époque, il est arrivé en fait en pensant qu'on allait lui offrir. Ouais. C'est lui qui a eu l'idée, c'est pas moi. J'ai pas été sollicité Ardisson. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. Et Thierry, si tu nous écoutes, je t'embrasse parce que c'est en plus monsieur charmant. Mais donc il avait l'idée. Et je lui ai dit juste que c'était pas possible en fait de lui mettre le robot gratuit, que ça coûtait beaucoup d'argent et tout ça. Donc il nous a acheté parce qu'il y avait une vraie prestation. En fait, c'était un magicien d'Oz, le robot, ouais. Évidemment. Et mais en plus, il a été super cool parce que dans la presse, il a dit qu'il nous achetait la presta. Et moi, j'ai monté toute une BU événementielle. Et du coup, après, on a vendu le robot dans plein d'événements et tout, grâce à Monsieur Ardisson, que je remercie encore. Bon, on mettra un petit lien dans les sources, dans les show notes. Ouais, si on a un petit YouTube de Nao. Un petit YouTube, mais ça va vous rappeler des choses. Ouais. C'est, Ok, vrai ou faux, tu es abonné à plus de 250 newsletters? Vrai. C'est hâte que tu nous dises comment tu... Ouais, là, ça va être un peu le cœur du sujet, donc je m'étends pas. Ouais. Vrai ou faux, parmi toutes tes sources, c'est encore un robot qui est ton chouchou? Ah oui. Forcément, je suis... Mais tu sais, moi, je suis une fan d'Asimov. Moi, j'ai 50 ans, je suis une grande fan d'Asimov. Je suis une Trekkie aussi, complètement. Et j'ai rejoint Aldebaran parce que Bruno Maisonnier voulait mettre les 3 lois de la robotique dans le robot. Il voulait rajouter la loi de l'amour, en plus. Et oui, je suis dans mes sources de veille. Mon préféré, c'est Flint, qui est aussi un robot. Flint, donc qui est une intelligence artificielle dédiée à la veille, c'est ça? À la veille, c'est une intelligence artificielle dédiée à la veille que tu peux entraîner en fait sur des sujets qui t'intéressent. Mm-hmm. Donc tu peux, en fait, on appelle ça un robot, mais en fait c'est plein de robots que tu peux élever. Donc moi je crois que j'ai 12 ou 13 robots en fait chez Flint. Ah oui. Que tu peux entraîner comme ça sur... Alors moi j'ai pris des robots que eux ont entraînés parce qu'il y a des thématiques qu'ils ont faites et tu peux les surentraîner par-dessus ou tu peux en créer from scratch toi les tiens. D'accord. Mais moi j'aime bien ne pas biaiser pour justement m'ouvrir à des choses que j'aurais pas forcément trouvées toute seule. C'est serendipité à fond quoi. Complètement. Ok, vrai ou faux, tu prépares un bouquin? Je me suis mis cette pression-là, ouais. J'ai annoncé en public qu'il fallait que j'écrive un bouquin, comme ça va m'obliger à le faire. Oui, bah au moins là, Voilà, là c'est bon, je suis obligée là. Ouais. Et puis, vrai ou faux, il y a plus de super liens dans chacune de tes newsletters que d'étoiles dans le ciel. Écoute, je pense que pour certains, c'est le sentiment qu'ils ont, ouais. C'est le sentiment qu'ils ont. J'ai horreur de ne pas rendre à César ce qui est à César. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais à quoi ça sert que tu mettes les sources, puisque il y a quand même une partie des choses que j'explique. Mais moi, j'ai été élevée, encore une fois, je pense que c'est une question de génération peut-être, mais en plus, j'ai un papa qui a travaillé dans la presse, mon père a bossé pour Libération, pour Charlie Hebdo, et il n'était pas côté journalisme, mais à la maison, il y avait François Langlais, Philippe Val, j'ai grandi entourée de tous ces gens-là, et j'ai un respect pour leur travail qui est dingue. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis curatrice, ça n'a rien à voir.
Je suis à la limite, je vais mettre je suis un petit peu éditorialiste, je vais mettre un peu mon grain de sel. Et donc, je dois absolument sourcer. Enfin, ça me semble, pour moi, la base, c'est un truc qu'on oublie beaucoup. Et je pense qu'il y a pas mal de créateurs sur LinkedIn qui feraient bien de sourcer tous les Américains qui traduisent quand même de temps en temps. Ouais, mais complètement. Et en plus, bon, toi, tu partages tes sources. Sur Twitter, il y en a pas énormément qui font ça. Dans les newsletters, il y en a pas énormément. Enfin, il y en a. Ça va dépendre. Moi, je pensais juste à Emmanuel Leneuf sur Twitter qui partage au moins. Il partage ça, ouais, avec le flash tweet. Ouais, avec le flash tweet tous les matins, qui joue ce jeu de la transparence. Je trouve quand même mais en tout cas, voilà, sur ta newsletter, on y reviendra. C'est vraiment goldmine, comme on dit, hein, des pépites. Tu connais le gimmick de l'émission, tu vas pas y couper, donc sur ton iPhone, hein, c'est ça? Alors moi, j'ai eu un Mac en 84. Mon père a aussi été Apple reseller. Ouais, mais là, C'est-à-dire que j'étais dans l'équipe. T'as un niveau de geekerie là qui. J'ai un niveau d'amour pour Apple. Qui est dû à deux choses. La première, c'est quand je suis partie aux US en 94, mon père m'avait mis la facture, alors qu'évidemment c'était sa boîte, donc je ne l'avais pas acheté, le Mac. Il m'a dit, on ne sait jamais ce qui se passe. Et évidemment, 3 semaines après être arrivé à la fac américaine, mon clavier crame. J'ai un clavier AZERTY, on est d'accord. Je suis aux États-Unis, qui est en QWERTY. Il y a un centre de réparation sur la fac, parce que je suis à UMass, il y a 50 000 étudiants, donc il y a un centre de réparation. J'y vais, et les mecs me disent, oh là là, ça va être une galère, on va pas pouvoir tenir la réparation en 4 heures, parce que c'est du AZERTY, et qu'évidemment, on va vous mettre du AZERTY. J'ai pas eu besoin de le demander. J'ai dit, ah ouais, alors je m'attendais à 3 semaines, 48 heures. Oui. Et je suis repartie avec mon clavier AZERTY 48 heures. Je suis revenue le chercher, j'ai pas payé un bal. J'ai compris ce que c'était que le service client mondialisé. Ah oui. J'ai compris là, et je commence un MBA en plus, donc tu vois, je commence à faire du marketing, ce que c'était. Et donc je suis une fan d'Apple, et j'ai en plus eu la chance en 2007 d'être dans l'équipe Orange qui a organisé le lancement d'Apple en France, enfin de l'iPhone en France. Et donc, voilà. Donc, j'ai des petits trucs qui viennent de Cupertino, tout ça. Enfin, voilà. C'est des petits mugs que tu peux acheter comme là-bas. Donc, ton téléphone, forcément, c'est pas du Samsung, quoi. Donc, mon téléphone, c'est pas du Samsung. Je ne passerai jamais sur Samsung. J'ai quelques trucs à la maison qui sont pas Apple, mais pas beaucoup. Même les folds, là, les pliants, là, ça, c'est quand même. Moi, j'étais Apple, iPhone, et quand. Alors après, quand tu deviens parent, il faut que tout le monde soit sur le même OS. Ah oui, alors ça. Ça, t'es obligé. Et moi, on était donc. Moi, j'ai fait passer mes beaux-parents en Apple, parce que mes parents, donc, qui étaient forcément Apple. Pour les photos, peut-être. Pour les photos et pour le FaceTime. C'est-à-dire que moi, mon fils, il savait appeler en FaceTime à 2 ans, il savait pas lire, mais il savait appeler en FaceTime ses grands-parents. Moi, j'ai découvert l'UX. En fait, le vrai pouvoir de l'UX, quand tu vois un enfant utiliser un outil alors qu'il ne sait pas lire. Et donc là, maintenant que mon fils a 12 ans, il a son iPhone aussi. Si on doit changer, t'imagines, on doit changer tout le monde. Mais c'est ça, tu changes l'écosystème. Je suis Mac, je suis iPad. Non, c'est pas possible. Tu choisis ton gang, c'est là. Voilà. C'est difficile de switcher d'un OS à un autre. Je comprends. Alors mon home screen. Alors déjà, moi j'ai mon home screen en noir et blanc. Oui, alors j'ai vu ça. Je vais pas te le dire. J'ai tout passé en noir et blanc. D'accord. Non, c'est pas un problème. C'est la vue, peut-être. Je trouve ça dérangeant moins en fait. Complètement. Tu vois, c'est plus apaisant. Ah oui. Donc, alors moi, je suis la nana la plus boring du monde. Moi, en fait, tu sais, quand je relis des apps entre elles et que Apple me propose d'appeler le truc style de vie, ça s'appelle style de vie, musique, contact, amis, photographie, voyage. Bon, j'ai un truc Bordeaux. J'ai actualité, shopping, je suis... Ça, c'est la première page, on est d'accord. Ouais. J'en ai que 2. Ouais, donc en fait, toi, t'as regroupé, t'as fait déjà des dossiers. Moi, j'ai regroupé. J'ai les trucs que j'utilise qui sont pas regroupés, c'est Safari, Calculate, App Store, Contact, FaceTime, Waze, WhatsApp, ChatGPT. Et les 4 du bas? Et les 4 du bas, c'est téléphone, SMS, calendrier, mail. Ouais, bon, t'as pas bougé, quoi, ça, les 2. Non, et j'ai très peu de notifs. ChatGPT, il est pas loin des 4 quand même. ChatGPT, il est pas loin des 4 et figure-toi. Moi, je l'ai mis dans les 4. Moi, je l'ai pas mis parce que moi, j'attendais depuis le Dev Day, je me dis, il faut que je passe en plus. J'étais pas encore passé en plus et là, évidemment, de toute façon, on peut plus. Il y a trop de demandes, c'est bloqué, donc voilà. Mais il est pas encore dans les 4. Je suis une fan de Midjourney, mais pour le coup, je l'ai pas. C'est sur Discord, donc. Mais j'ai Discord là. Tu vois, j'ai Discord en plein milieu du premier. D'accord. Voilà. Ok. Là, j'ai X, LinkedIn, Buffer, Blue Sky,
Insta. Ouais, t'es en mode dossier, donc Moi, je suis en mode dossier. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, mais très boring. Je fais rien d'original. Et t'as combien de pages comme ça? Que 2. Ouais, bah voilà. Comme ça, Non, que 2 parce que j'ai pas besoin de plus. Hein. Ouais, bah oui. Là, j'ai un peu moins rangé. Tu vois, en fait, c'est souvent les trucs, quand je les rajoute, je mets du temps à les ranger. J'ai les jeux sur la 2e page, j'ai les trucs sur l'école de mon fils, j'ai productivité, j'ai mon Notion et mon Adobe Scan. D'accord. Adobe Scan, c'est une appli dont on parle pas assez. C'est juste magique. Ouais, le scan Ouais. de PDF, ouais. C'est C'est vrai que c'est bien. En fait, à la place de prendre une photo, ça fait un PDF parce avec que un les contraste. photos. Ouais, et puis les photos, enfin, tu sais, quand tu dois envoyer une pauvre photo, souvent les photos iPhone sont pas lues ailleurs, etc. Donc en fait, Adobe Scan, moi je trouve ça assez magique. J'ai des trucs de fou, j'ai la santé aussi, tu vois, genre Amélie, tout ça. Et puis j'ai un dossier qui s'appelle Apple Inutile. C'est tous les trucs d'Apple que j'utiliserai jamais, donc que j'ai rangé. Voilà. Et puis... pas de widget, pas de gros. Non, pas de widget. J'ai essayé. Tu vois, j'ai un truc météo qui est tout en haut là. J'utilise vachement la météo, mais j'ai pas mis de widget, non. Et ça m'énerve, tu sais, quand parfois même sur le Mac, ça arrive, tu sais, tu fais une fausse manip et ça te met les widgets, et j'arrive plus à m'en débarrasser et j'aime pas. Ok, canon. Alors on va passer maintenant à ta reading room. Qu'est-ce que tu lis, et dans ce que tu lis, dans les sources, type lecture, j'ose même pas imaginer le nombre de choses intéressantes que tu vas nous partager. Alors déjà, 0,5% de tout ce que... à mon avis, c'est déjà un gros score. Alors, on commence par ce que tu veux. Tu peux nous parler de bouquins, tu peux nous parler de newsletter. Alors, je lis, en fait. Moi, je suis vraiment... mon médium, c'est l'écrit. Ça, c'est hyper important. Je suis très peu podcast. Ouais. Je suis très, très peu vidéo pour de l'information, parce que je suis très vidéo, série, tout ça, mais pas du tout pour de l'information. Je suis de la vidéo, c'est plus de l'entertainment. En revanche, je lis. Je lis vite. Je lis plein de trucs différents et je change ce que je lis. Il y a il y a un paquet de vrais médias. Moi, je suis une fan de vrais médias. J'estime que les journalistes ont un vrai métier et que donc je suis abonnée payante à plein de vrais médias français et américains. C'est intéressant ça. Tu payes. Je paye. Et je paye même des créateurs. Aussi, par exemple Casey Newton, qui était The Verge et qui a quitté The Verge pour faire Platformer, qui lui analyse, sa ligne, c'est l'analyse des relations gouvernement-big tech. Donc il est très autour de la réglementation, section 230, etc. Ouais. Il est super approchable. Moi, ça m'arrive souvent de commenter sur son Substack et il me répond toujours parce que, évidemment, c'est très américain. Donc j'apporte beaucoup, tu vois, un regard quand même européen sur ce qu'il écrit. Il est toujours dans la discussion, dans l'échange. Il est hyper ouvert, j'adore. Je paye les médias traditionnels. Donc je paye en France Le Monde, Les Échos, La Tribune. Je paye un créateur qui est Johan Lopez. Oui. Sur Snowball, que je paye depuis longtemps. Je ne lis quasiment plus rien que le Daily, en fait. C'est vrai qu'il fait beaucoup de choses. Parce qu'il y a trop de choses. Mais je continue de payer parce que je trouve que c'est génial ce qu'il fait. Ouais, donc même si c'est pas pour moi, c'est génial ce qu'il fait pour les autres. Donc je continue de payer. Et le Daily est vraiment très bien. Je lis après des créateurs français qui sont pas payants. J'adore Marie Dolé. Alors, je sais pas si on peut l'appeler française, mais je lis d'ailleurs les deux versions et je cherche les différences entre la version française et la version anglaise. Ça m'amuse beaucoup. Je lis Fred Cavazza, que tu as reçu aussi ici, que j'adore. Je lis Bruno Friedlansky. Il a plusieurs newsletters, mais il y en a une de veille qui est très intéressante parce que il a que 4 articles, donc tu sais qu'il les a vraiment choisis avec soin. Et je lis des trucs que je paye aussi aux États-Unis, donc je paye pour le coup plus des vrais médias, à part Casey Newton, je paye le Washington Post, le New York Times, Insider, j'en paye d'autres, Wired je crois, je paye aussi. Ouais. Après, je ne paye pas Ben Thompson et Ben Evans, je les lis en version gratuite. C'est les premiers finalement à jouer le jeu de la monétisation. Ouais, et je les paye pas parce que... C'est saut 2020. Ouais, c'est un peu saut 2020. J'ai payé aussi Atlantic et parce qu'en fait, je payais Charlie Warzel qui a été racheté par Atlantic. Donc du coup, j'ai eu Atlantic pendant un an parce que j'avais payé Charlie Warzel, mais j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était plus intéressant. Et puis je paye pas Flint parce que je suis au board et donc je paye pas Flint, mais j'ai accès à plein de trucs payants en fait de Flint. Ouais. Donc
Et ça aurait été des choses. Après, il y a plein de newsletters de curation que je trouve super intéressantes, qui sont pas payantes. Il y en a deux. Il y en a une qui a été citée par Fred Cavazzaisi, qui est Tech Meme. Alors lui, il a cité je connaissais pas du tout. mais en fait, c'est aussi une newsletter. Ouais. Moi, je le lis. Je vais pas sur le site. J'ai pas de flux RSS, moi. Donc moi, j'ai vraiment besoin des newsletters. Et il y en a une qu'il a pas citée, qui en plus a plusieurs versions. Tu peux choisir les sujets. C'est TLDR. Ah oui, c'est Too Long to Read. Et c'est assez intéressant. J'en lis pas mal. Après, il y a des gens qu'on n'a pas cités. Après, j'aime bien lire des gens avec lesquels je suis pas d'accord. Donc moi, par exemple, je lis Packy McCormick. Je lis A16Z. Oui. Et t'es pas d'accord avec là, le tech optimist, si tu veux, m'a un peu perturbé. La dernière sortie qu'il a faite sur si vous nous obligez à payer pour le copyright de l'IA, pour le copyright des données d'entraînement de l'IA, notre business model s'écroule. Et donc, il était menaçant, le monsieur, quand même. Hein, genre, vous allez m'empêcher de faire de l'argent. J'ai pas vu la conf, mais il était super menaçant. Genre, vous nous empêchez de faire de l'argent. Genre, vous, méchant anticapitaliste. Limite, il va nous traiter de communistes bientôt, tu vois. Enfin, donc oui, non, mais je trouve ça hyper important, et c'est ça que j'aime bien dans les newsletters par rapport aux réseaux sociaux, c'est que je m'oblige à m'exposer à des gens avec qui je ne suis pas d'accord, parce que d'abord ou qui sont clivants, du moins. Oui, et puis dont je sais qu'a priori on vient pas du même, on n'a pas le même background, on n'a pas le même prisme, parce qu'ils vont voir des choses que moi je vois pas. Et puis parfois ça arrive même qu'ils me convainquent. Donc je trouve ça toujours intéressant. Donc et là on a parlé que des trucs d'actu. Mais je lis aussi beaucoup de bouquins. Alors d'abord, je lis plein de bouquins. Oui, là, on a fait plus actu, newsletter. Ouais, on a fait vraiment actu. Alors, les journaux, c'est marrant, hein, les journaux auxquels je suis abonnée, Le Monde et Les Échos, je lis la version digitale, tu sais, mais je lis pas le site. Je lis la version papier en format digital. Oui, je vois le format le format mini brise là, le truc format caféine. C'est ça. Enfin, tu vois, j'y ai vraiment et je lis comme quand je lisais un journal quand j'étais chez mes parents. Mais en vrai, moi, j'adore faire ça. Ouais. Et avant, le zoom, tu vois, le pinch avec le zoom était mal foutu dans ce genre de magazine. Maintenant, je trouve que c'est bien géré. Ah bah maintenant c'est génial. Tu double tapes, ça fait le paragraphe. Et ça te sort le truc, donc tu le lis c'est un plaisir, c'est génial. Et donc je lis back to back, vraiment, Le Monde et Les Échos, tous les jours. D'accord. Ah oui. Enfin, quand je dis je lis, comme tu lis un journal, je vais pas lire 100% des articles à fond, etc. Mais je vais T'es pas là en mode binge, machin, diagonale. Mais je vais feuilleter quand même, je vais m'arrêter, je vais lire parfois des débuts d'articles, parfois des articles entiers. Et quand un article m'intéresse pour ma newsletter, là pour le coup c'est vraiment galère, parce qu'il faut que j'aille sur le site, que je tape les mots-clés pour retrouver l'article. Souvent dans Les Échos, comme je le reçois, comme je suis abonnée, je le reçois la veille à 22h30. Si je le lis à 6h du mat, c'est pas encore sur le site. Avec l'OCR d'Apple, t'as pas moyen avec ton doigt surligner quelque chose? T'as pas testé? Si, mais je peux pas retrouver le lien pour mettre dans ma newsletter. Moi là je te dis de trouver le lien pour mettre dans ma newsletter. Le link, ouais, bien sûr, là tu peux pas. Puisque je mets tous les liens. Donc si je veux sauvegarder le lien pour mettre dans ma newsletter, il faut que l'article soit en lien. Et parfois il l'est pas. Donc voilà. Après New York Times et WAPO, je le fais pas parce que c'est des beaucoup plus gros. Et donc là je lis leur newsletter, mais ils ont des newsletters thématiques qui sont très bien foutus. T'as des revues, genre HBR, MIT, tout ça, tu alors MIT, je suis abonné d'ailleurs. Tech Review, je suis abonné. Et souvent, les gens ils me disent MIT, HBR, ça c'est les classiques. Tech Review, je suis abonné, c'est vachement bien. HBR, je trouve ça moins bien. Management, quoi. C'est plus... et puis je trouve que c'est un peu comme les gourous LinkedIn du moment. C'est bon, on sait quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, moi, le 8e article sur les conseils pour faire du télétravail ou motiver tes collaborateurs, ça me... Voilà. Donc, mais en revanche, Tech Review, je suis abonné, d'ailleurs, je paye. Ouais, ça, c'est un super magazine, le MIT Tech Review, là, sur les emerging tech, c'est des articles de fond, puis il y a aussi souvent des prospectives. Et ce que j'adore aussi, ils donnent le ton quand même. Ils donnent vachement le ton. Ils sont. Après, moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est vraiment toutes les techs, c'est toutes les sciences. Et comme moi, je viens pas de la tech informatique. Ouais. C'est parce que ça, je m'attendais à ce que tu le fasses dans le vrai ou faux, ça d'ailleurs, le fait que je sois ingénieur chimiste. Et donc en fait c'est génial parce que moi je suis plus qu'ingénieur chimiste, je suis biologiste moléculaire en fait. Et donc je vais lire des trucs sur l'ADN, et ça continue de m'informer sur des sujets dont j'ai été passionnée quand j'étais petite, quoi. Donc c'est des MIT, c'est ta préférence, quoi.
Ouais, en termes de bouquins. Alors j'ai vu là, enfin on en a parlé un petit peu, le nouveau de Benoît là, qui est Raphaël. Ouais. Je sais pas s'il est sorti. Ah, il est sorti au mois de mai, avril ou mai dernier. Ah mince, alors c'est moi qui suis super en retard. Non, il est sorti. Okay. Il est même maintenant dans le CDI de l'école de mon fils parce que mon fils l'a dévoré. C'est pas que je suis en retard là. Et là, on était très en retard parce que s'il est déjà dans le CDI de collège, c'est que vraiment, voilà. Donc non, il est super. Il est très très bien. Il se fait poser plein de questions. Mais moi, j'aime bien relire aussi les bons vieux classiques. Oui. Voilà. Donc moi, je suis une grande fan de classiques. Moi, il y a un des bouquins que je préfère. Il a été écrit en 56, je crois. C'est le bouquin de Gene Schwartz. J'ai oublié son nom. Je dois l'avoir sur le Remarkable. Il y a évidemment Factfulness qui a été cité déjà aussi ici parfois, mais pour moi, c'est Breakthrough Advertising de Gene Schwartz. Donc il y a Factfulness que je relis aussi parce que faut se rappeler à quel point on est biaisé en fait. Et puis alors autour des biais, alors on l'appelle Système 1, Système 2 en français, le bouquin de Kahneman, Thinking Fast and Slow. Et donc il a fait Noise là récemment avec Olivier Sibony aussi et un autre chercheur. Et puis après moi j'adore. Là le bouquin que j'ai pas encore lu que je veux lire, c'est le deuxième bouquin d'April Dunford qui a écrit Obviously Awesome sur le positionnement, qui vient de sortir un bouquin sur le sales pitch. D'accord. Autour du positionnement, The Mom Test, enfin voilà, j'ai lu tout Seth Godin. Alors, Seth Godin. Parmi tout ce que vous avez entendu, c'est sûr que je vais mettre tous les liens et moi je vais découvrir plein de choses parce que je connais pas tous les bouquins que tu as cités. Mais si Seth Godin, vous pouvez vous mettre un marque-page ou un tag sur c'est un as du marketing ce type. Et puis en plus, alors moi j'ai eu une chance folle, c'est que en 2021, Inbound Marketing France ne peut pas avoir lieu parce que fin de Covid, machin, tout ça. Et il me demande, je suis au comité de rédaction et de programmation, et il me demande de contacter Seth Godin pour qu'il soit keynote speaker. Et non seulement j'ai échangé avec Seth Godin, mais j'ai interviewé Seth Godin. Alors qu'il est réputé pour être difficile à choper en tout cas. Ouais, il accepte pas grand-chose. On l'a co-interviewé, on était deux co-intervieweurs avec PPC, parce que d'habitude c'est PPC qui fait toute la journée inbound. Et là, Seth Godin, j'ai dit c'est pas possible, il faut que j'y sois. Et donc ils m'ont gentiment laissé co-interviewer Seth Godin. Et c'était absolument magique. J'ai eu 1h15 d'échange avec lui qui était absolument dingue. Ce monsieur est brillantissime, il est éthique. Et donc du coup, j'ai fait partie de son équipe de volontaires parce que là, il est sorti du marketing, enfin il fait toujours du marketing, mais il est aussi très impliqué dans tout ce qui va être autour du carbone, de l'impact, de l'écologie. Et donc il a créé une communauté, ça va t'intéresser. Il a créé une communauté, on était plus de 200 à collaborer à son Carbone Almanach. Et donc moi j'ai fait partie des 200, j'étais du côté des éditeurs. Donc il a crowdsourcé un peu Ouais, il a crowdsourcé en fait, et c'était très bien organisé. Moi j'étais dans l'équipe des éditeurs et j'ai en particulier édité et relu toutes les tables. Ah oui, voilà. D'accord. Donc il y avait tu levais la main en disant là j'ai du temps, et t'avais des gens qui étaient un peu plus aux manettes, mais c'était que du bénévolat. Et donc il y a le Carbone Almanach, il a sorti le kit Carbone Almanach aussi, et j'ai même eu la chance de faire partie des 15 sélectionnés pour faire une petite capsule vidéo sur LinkedIn pour la promo du bouquin il y a 2 ans. Donc moi Seth Godin, c'est mon chouchou. Non, c'est... Alors tu m'avais parlé d'un bouquin, alors je suis allé voir ce que c'était. Le Cloud Train Manifesto. Ouais, début des années 2000, fin des années 99. Alors attends. Les marchés sont des conversations. C'est un ouvrage majeur qui explique ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, quoi, finalement. Et tu le lis maintenant. Alors ça me fait beaucoup rire parce que maintenant les petits jeunes là, que tu vois partout, qui ont 20 millions d'abonnés et tout ça sur LinkedIn, ils découvrent le Cloud Train Manifesto. On est plusieurs des quinquas à l'avoir lu et à le maîtriser. Et en fait, c'est toujours d'actualité alors que ça date de 99. Ils ont prédit, en gros, toutes les étapes par lesquelles on est passé et le fait que, en fait, au bout du bout, ça reste la relation humaine, en fait. C'est ça, ouais. Voilà. Et on y est là. On n'y est plus que jamais avec l'IA. C'est-à-dire, finalement, cette histoire de relation humaine, c'est peut-être ce qui va nous différencier. Qui sait ? Moi, je pense. Ouais. Donc pas mal de bouquins finalement. Après sur les lectures, est-ce que toi par exemple tu utilises les communautés en ligne pour faire ta veille ? Alors moi je suis dans plusieurs communautés.
Ouais. Je suis plus souvent celle qui partage des liens que l'inverse. Hein. Ouais. Je suis un peu un hub de veille. Je suis un peu un hub de veille pour les autres. D'ailleurs, de toute façon, moi, ma veille, elle me sert aussi pour ça, pour animer mes relations avec mes clients. Ouais. Moi, j'ai des clients ou des prospects ou des clients avec qui c'est fini pour les relancer. En fait, je les relance pas commercialement. Je leur envoie un article. Tiens, j'ai pensé à toi. Bah, du coup, aussi, ils pensent à moi. Bah oui. Ça marche bien, enfin, tu vois, sans faire de push commercial, etc. Et donc, les communautés, il y a assez peu de communautés dans lesquelles les gens partagent des liens, en fait. Ils vont partager leur avis beaucoup, qui n'est pas toujours très pertinent pour certains. Et en tout cas, tu sais, où tu as envie de creuser, tu as envie de leur dire, moi, même sur LinkedIn, ça m'arrive de lire des trucs où les gens, ils assènent des vérités et je leur demande leur source, en fait. Je dis pas qu'ils mentent, hein, je veux juste comprendre la source parce que parfois, quand ils te sortent des chiffres, moi j'ai besoin, en plus moi je suis une scientifique, hein, moi j'ai besoin de savoir l'échantillonnage, la méthodologie, comment la question a été posée, parce que j'ai fait du market research et donc je sais que selon comment tu poses la question, bah ça va biaiser la réponse. Enfin, tu vois, je prends pas les choses pour argent comptant. Le nombre de gens qui reprennent des chiffres en disant Richard Van Der Bloem a dit que 77% de il a analysé ses 200 potes. On s'en fout en fait. C'est pas représentatif de ce que ça va être pour tout le monde. Donc non, il y a assez peu de gens qui partagent leurs sources et c'est un grand problème. Toi, t'es plutôt pay it forward, tu partages. Et finalement, c'est une manière aussi de faire du réseau, quoi. Alors, c'est une manière de faire de la relation. Ouais, de la relation, ouais. C'est vraiment un outil de relation parce que j'ai un cerveau qui fonctionne comme ça, en fait. C'est-à-dire que je peux pas m'empêcher, donc autant que je l'exploite. Tu vois, à un moment donné, moi, j'ai appris quand j'étais petite que t'es comme t'es, et j'étais pas comme tout le monde. Et donc, il fallait faire de mes différences une force plutôt qu'une liability, quoi. Ouais, hyper intéressant. Sur ce côté, faut que je partage, faut qu'à un moment donné, je puisse... je suis plugué comme ça, c'est ce que tu dis. C'est, en gros, toi, t'as une manière de partager les choses en one-one ou en one-to-many? Je fais les deux. Tu fais les deux? Je fais les deux. Dans les communautés dans lesquelles je suis, je vais partager en one-to-many. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai du coup créé des liens one-one avec des gens qui sont venus vers moi parce qu'ils avaient vu que je partageais des trucs intéressants, etc. Et je fais du one-one. Je fais du one-one parce que, tu vois, par exemple, je suis mentor d'une nana qui est géniale, qui est dans la space tech, qui est pas du tout mon domaine, moi, la space tech. Donc, je me suis mise à m'intéresser à la space tech. Ouais. Et donc, forcément, quand je lis des trucs sur la space tech, je pense à elle. Et je vais lui envoyer les trucs en disant, bon, j'imagine que t'as vu, mais... Et ça arrive de temps en temps qu'elle n'ait pas vu. Donc, je vais le faire avec des clients. Je te dis, je vais le faire aussi avec des gens où je me dis, tiens, ça va leur montrer que je pense à eux, ou au contraire, ça va faire qu'ils vont penser à moi. Donc, voilà. Et le one-to-many, je le fais évidemment dans les communautés. Et puis, je crois qu'on peut dire que mes abonnés newsletters, c'est en train de devenir une petite communauté. Alors, ils se parlent pas encore entre eux. J'ai pas encore l'outil pour qu'ils se parlent entre eux. Mais ils partagent des trucs. Enfin, franchement, faut se la taper, ma newsletter, quoi. C'est-à-dire, c'est pas la newsletter que tu lis comme ça, tranquillou bilou, en 3 secondes. Faut avoir envie de la lire, ma newsletter. Ça se mérite, quoi. Ouais. Alors, moi, je la lis et je sais ce que je veux chercher aussi. Donc, ça aide. C'est-à-dire que tu traites de pas mal de sujets. En même temps, c'est quand même assez ciblé. Enfin, tu parles pas de tout et de n'importe quoi. Non. On est sur la tech, c'est sur le digital, le marketing, ça. Bon, moi, je sais que, tu vois, moi, je suis en veille sur tout ce qui est technologie émergente. Et donc, je sais que je vais pas tout prendre. Et je sais que ton paragraphe sur l'IA, par exemple, y a tout, quoi. C'est un peu comme Emmanuel Vivier que j'ai reçu avant-hier, là, du Job Institute. Voilà, il y a tout. Et ça, j'apprécie le fait que ce soit dense. Donc, c'est long, mais il y a des parties, on peut aller à l'étage qu'on veut, quoi. Oui, c'est ça. Alors, il y a des gens qui, effectivement, comme toi, le lisent que pour une ou deux rubriques spécifiques. Il y a des gens qui la lisent pour l'ouverture, justement, sur des sujets qui ne sont pas les leurs, qui est la façon dont moi je la fais. C'est-à-dire que moi, en fait, je fais cette newsletter. Pourquoi ? Parce que si je n'écrivais pas, si j'avais pas cette échéance du lundi matin 7h où je dois avoir analysé ma veille de la semaine, parce que pour produire la newsletter, c'est pas juste une série de liens. Enfin, en fait, je serais une hoarder, tu vois, je mettrais de côté des liens sans jamais les exploiter. Donc ça m'oblige tous les week-ends, ou presque, à passer en revue ce que j'ai mis de côté la semaine,
les lire pour de vrai, parce que on n'a pas parlé de j'imagine qu'on va parler de mon processus, mais je lis pas tout à 100% au moment où je mets de côté. C'est-à-dire, c'est un peu un entonnoir, tu vois, j'ai différents niveaux, voilà, j'ai exactement, et ça m'oblige à le comprendre pour le restituer à quelqu'un, donc à mes lecteurs en l'occurrence, et ce que j'adore dans cette phase-là surtout, c'est que ça met mon cerveau en marche pour trouver les connexions entre des trucs qui n'ont pas forcément de connexion. Je sais pas si t'as remarqué, j'essaye vraiment de faire des liens entre des trucs. Ouf. Mais j'arrive pas à faire ça, moi. Et moi, en fait, je sais que c'est ça ma force. Ah oui, et c'est ça que j'essaye de le mettre en avant. Dans ton paragraphe sur l'IA, par exemple, t'as des transitions, c'est vraiment, tu sens vraiment que t'as bûché, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, je veux vraiment faire la différence avec, tu vois, les newsletters de Flynn que j'adore, parce qu'elles vont me chercher plein d'infos, mais qui sont une collection de liens sur un truc. Oui, c'est ça, ouais. Moi, en fait, toutes les sources y sont, mais je veux que t'apprennes quelque chose, même si t'as pas le temps de cliquer sur les liens. Ouais. Ça, c'est hyper important. Puis tu rédiges tout simplement, t'es pas là en mode bullet point. T'es là, t'as la collection de liens rédigés, ça fait sens, en fait. Alors, j'ai parlé beaucoup de mon papa, mais ma mère, elle est prof de français, en fait. Donc, je rédige, ouais. Tu rédiges. Je sais même plus où on était. On était toujours sur les lectures, vers la fin des lectures. C'est ça. Je crois qu'on a fait à peu près tout sur ce que tu peux lire, les revues. Si les réseaux sociaux, tu t'inspires, est-ce que ça t'apprend? Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour... Non. Non, pas trop. Alors là, en ce moment, je t'avoue que depuis le 7 octobre, j'ai beaucoup de mal à aller sur Twitter. Voilà. Tu fais partie de ces gens-là qui ont le côté Twix. Je sais plus. C'est Twix. Ouais. C'est Twix. J'ai beaucoup de mal à aller sur Twitter et même parfois sur Insta. Enfin, je trouve qu'il y a en tout cas, il faut pas que je tombe dans le rabbit hole des commentaires. Faut surtout pas que je tombe dans les commentaires. Faut que je m'oblige à ne pas y aller parce que après ça m'énerve et voilà. Je suis pas du tout Insta. J'ai un compte pour la newsletter. C'est le seul compte que je n'anime pas moi-même. C'est-à-dire que je valide tout, c'est inspiré de ce que je publie sur LinkedIn. Mais j'assume, j'ai une community manager, coucou Chloé, qui fait ça super bien. Mais moi, je le fais pas moi-même. Et d'ailleurs, elle m'a fait promettre qu'on prenne une photo. Faire une story du fait qu'on a enregistré. Et sinon, j'écris sur LinkedIn, mais sur LinkedIn, je fais très peu d'actu. Mais moi, je publie sur Twitter des actus. Et maintenant, je publie sur Blue Sky. Et tu publies pas sur LinkedIn, pas trop? Pas d'actu. Je publie 6 jours sur 7 sur LinkedIn. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je te vois quand même. Mais je ne fais pas d'actu. Je fais pas de veille en fait sur LinkedIn. Oui. Je fais pas de veille. Je fais plutôt des vrais sujets qui sont les sujets sur lesquels j'accompagne les dirigeants en fait. Mais ma veille, je la faisais vraiment sur Twitter. Donc là, j'essaye de la basculer sur Blue Sky. J'ai pas encore tous les réflexes. C'est bien Blue Sky. Bah c'est Twitter en fait. C'est Twitter. Mais c'est en mode Web 3 quoi. C'est Twitter en mode Twitter en mode Web 3, c'est Mastodon. Oui. Blue Sky est vraiment, c'est vraiment Twitter en 2007. C'est-à-dire que t'as pas les messages privés, t'as pas la programmation, aucun outil n'a d'API avec, donc tu peux même pas passer par un Hootsuite, un buffer, c'est l'idée originelle, quoi. C'est l'idée originelle, c'est ça plus. Donc en fait, comme moi je fais ma veille le matin, je publie 10 Blue Sky, 10 skits, je crois que ça s'appelle skits sur Blue Sky, 10 le matin. Et puis après encore 5 le soir, parce qu'en fait c'est les moments où je fais ma veille. Sur Twitter je les égrène, tu vois, j'ai un buffer et ça les publie au fur et à mesure. Sur Blue Sky je skitte par batch, voilà. D'accord. Et Mastodon, donc tu utilises aussi Je suis aussi sur Mastodon parce qu'en fait j'ai commencé sur Mastodon au moment d'Elon. Je suis pas une grande fan d'Elon perso, mais pas du tout même. Voilà. Au niveau personnalité, je pense que le mec est un génie. Je pense que Tesla, ça marche hyper bien. Je pense que SpaceX, je pense que si un jour on va sur Mars, ça sera grâce à des gens comme lui, vraiment profondément. Juste, j'ai pas envie de lui donner mon argent, quoi. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il en a pas besoin en plus. Mais donc ouais, j'ai commencé à m'éloigner de Twitter au moment où Elon a commencé à dire s'en rapprocher. Et donc j'ai commencé par Mastodon avant Blue Sky. Donc maintenant j'ai les deux. Tu as les deux, ouais. Et quand tu utilisais Twitter, tu faisais ta veille en allant regardant les listes des autres? J'avais des listes, je faisais des listes des autres, etc. Et là, maintenant, c'est devenu inaudible. Ouais. C'est devenu inaudible. Je te dis, j'ai beaucoup de mal à ouvrir Twitter maintenant. Rien que le X sur mon écran d'accueil de téléphone, ça me fait mal. Mais non, le X en plus, enfin, non, je fais plus. Je fais assez peu de veille sur LinkedIn parce qu'en fait,
j'ai pas vraiment confiance dans les sources. On en revient au truc du début, quoi. C'est beaucoup C'est-à-dire d'écho que aussi, hein, beaucoup de gens qui alors, repartagent. En fait, c'est beaucoup d'écho, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé à chaque fois que je vois un truc intéressant, je vais demander c'est quoi ta source, parce que moi, je veux lire la source, je veux pas lire l'analyse de quelqu'un d'autre. Après, elle est peut-être très pertinente. Auquel cas, je sauvegarde et l'analyse et la source, et je vais citer les deux dans ma newsletter, mais il me faut le truc de départ. Moi, j'ai besoin d'aller, tu vois, les études, par exemple. Je vais souvent trouver une étude à travers une analyse de l'étude, mais je vais toujours aller lire l'étude si elle est disponible pour vraiment aller comprendre encore une fois comment elle a été construite, quels ont été les échantillons, est-ce qu'il y a eu des groupes de contrôle ou pas. Tu vois, je pense à des vraies études scientifiques. Sur l'IA en particulier, il y a de plus en plus d'études scientifiques en fait, et j'ai besoin de comprendre comment ils font les trucs, quoi. Et TikTok, tu tombes des fois dedans C'est affreux ce truc. Mais quand tu même pour le B2B, hein, j'ai envie de te dire. Mais tu tombes dedans, mais tu tombes pour de vrai dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai. Puis mon feed, en plus, il s'est personnalisé, donc c'est encore plus sympa. Mais moi, j'ai dû l'ouvrir 4 fois dans ma vie, parce qu'à chaque fois, je regarde l'heure et ça fait 45 minutes et j'ai pas vu le temps passer. Et en fait, tu sais quoi, j'ai pas 45 minutes à perdre dans ma journée. Oui. Donc je l'ouvre plus. Parce que je sais que c'est plus fort que moi. Ah, c'est plus fort que moi. Ouais, ça te capte. Moi, j'aime bien, comme tu dis, plutôt le soir où tu l'ouvres et puis il y a des choses inspirantes. Moi, je découvre. C'est souvent des espèces de morceaux coupés de longue forme d'ailleurs. Tu sais qu'ils ont fait Barbie comme ça ? Ouais. Ils ont découpé plusieurs films, dont Barbie, en TikTok de 30 secondes ou 45 secondes. Il y a des gènes Z et des gènes alpha qui regardent Barbie comme ça, en fait. Je comprends pas. Alors moi, si tu veux, pour le coup, moi, le soir, je suis plutôt long form content. Ouais. Et je suis une boulimique de newsletter et je suis une boulimique de séries. C'est terrible. Et sur les lectures, tu vois, il y a un truc, je sais pas si tu as testé, mais et bon, j'ai découvert ça c'est pas que j'ai découvert, mais j'ai commencé à le tester il y a 2 semaines. C'est donc, dès que j'ai appris l'existence des transcripts sur YouTube des vidéos, je crois que il y a pas longtemps, et ben du coup il y a plein de vidéos longue forme sur YouTube que je ne regarde plus. Alors moi j'avais déjà commencé à lire les transcripts, et en particulier moi là où j'ai commencé à lire les transcripts, c'est les transcripts des TED. Oh, très bonne idée ça. Parce qu'en fait sur les TED, sur le site de TED, non pas sur YouTube mais sur le site de TED, tu as les transcripts. Tu as toujours eu les transcripts des TED. Et la next step c'est quoi? Moi du coup la next step c'est que je fous tout dans le ChatGPT et je me dis, il fait les 3 bullet points. Et voilà. Ouais. Et ça je trouve que ça change profondément ma manière de consommer ce contenu, de l'analyser forcément un petit peu, mais surtout un pan de sources que je consommais pas parce que soit c'était long, parfois c'est en anglais. Alors bien sûr l'anglais c'est toute la journée, je le parle, mais je suis français quand même, tu vois, et les francophones à un moment donné on aime bien avoir aussi 2-3 choses dans notre langue. Donc ouais, moi c'est comme s'il y avait tout un pan de sources qui s'était ouverte. Ah mais complètement. Alors moi je suis d'accord avec toi parce que moi j'ai pas le problème de l'anglais parce que moi j'ai vécu aux États-Unis et à Londres, donc j'ai vécu dans cette langue. Enfin j'en ai pas arrivé à rêver en anglais, donc l'anglais ça va. En revanche, je suis pas du tout format vidéo et ça me parle pas. Dire j'accélère, enfin bon. Mais les transcripts pour le coup c'est génial. En revanche moi je suis pas comme toi. Moi, je vais le passer dans le chat GPT parfois, mais seulement quand moi j'ai lu, pour de bon. Okay. Parce qu'en fait, je vais pas forcément voir ce que l'IA va y voir. J'explique. J'ai donc un cerveau bizarre qui n'est pas fait comme les autres, qui va connecter des dots que les autres connectent pas. Et donc, en fait, j'ai un cerveau très difficilement reproductible par une IA. Je le sais parce que les mecs de Flint, ils ont essayé. Ils ont essayé de faire ma veille par Flint. Le chercheur en IA, Thomas, ça l'amusait de faire le comment du pourquoi en robot. Maintenant, ça les a inspirés, ils ont fait d'autres robots, ils n'ont pas fait le mien. Mais, et en fait, je me dis, souvent, quand je fais du chat GPT, sur les 4 bullet points qui me sortent, je suis d'accord avec 3, mais moi, j'en avais un autre que lui, tu vois. Ouais. J'en tire autre chose, parce que j'ai fait un lien que lui va pas avoir fait, qui est une espèce d'épiphanie que je peux pas expliquer pourquoi je l'ai. Quoi. Voilà. Je vois bien ce que tu veux dire. Mais c'est pour ça que moi je dis que de toute façon les IA, il faut les utiliser si tu peux avoir un regard critique sur ce qu'elles sortent. Il faut surtout pas les utiliser. Moi en tout cas c'est ça que j'enseigne à mon fils. Je veux pas du tout je veux pas lui interdire ou quoi que ce soit.
mais je veux qu'ils puissent critiquer ce que fait l'IA. Mais tu sais, ça me fait penser à il y a 2-3 ans, là, dans la folie, confinement, Covid, temps d'attention qui a explosé et tout. On avait tous le temps de lire 10 000 newsletters et tout. Machin. Bon, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, souvent, je lisais des choses, non pas pour apprendre ce qu'elle me disait, mais pour voir comment les autres faisaient, comment ils le rédigeaient. Vu que j'étais créateur moi-même, peut-être que c'est pour ça que une IA peut pas reproduire le schéma de ta pensée, parce que t'es créatrice toi-même. Oui. Et donc, c'est pas uniquement le contenu que tu scrutes, c'est aussi la manière dont le contenu est proposé, j'imagine, la forme. T'as raison, il y a c'est des sources d'inspiration incroyables de voir comment l'info est présentée chez les autres, quoi. Clairement. Et le fait que j'ai autant de sources rédigées en anglais, ça me rend hystérique, en fait. C'est-à-dire que quand je rédige en français, tout me vient en anglais en termes de tournure de phrases. Enfin, ils ont une façon d'écrire. Ça m'est arrivé pendant le confinement. Maintenant, c'est un peu disparu, mais ouais. Et donc, en fait, moi, je me suis aussi réconciliée avec la langue française et avec ma rédaction en français, parce que comme toi, j'ai beaucoup bossé en anglais aussi. Et de réapprendre à prendre la plume en français. Je l'avais déjà commencé, j'ai fait une chronique du confinement pendant le confinement, que j'avais d'ailleurs mis dans ma voix, que j'avais fait en version podcast aussi, pour écrire, pour reprendre l'écriture en français. Donc un petit billet d'humeur tous les jours, quotidien, pendant 1 an, quoi. Et j'ai lancé la newsletter, ça faisait déjà 4-5 mois que je m'étais mise à écrire perso. Et au début, j'avais vachement de mal. En plus, on parle de sujets dont 85% du vocabulaire il est anglophone, 70% des sources sont anglophones, et c'est très compliqué de rédiger en français. Il y a 2 femmes, en fait, qui font cet exercice, je trouve, de parler du même sujet en bilingue. Il y a Marie, dont on a déjà parlé, Marie Dolé, qui fait sa newsletter en bilingue, et donc tu sens aussi les adaptations quand même par rapport à cette langue. Et puis il y a Karine Abou, qui est une avocate qui vit à Miami, qui est devenue une content strategist, et qui maintenant fait une newsletter qui s'appelle AI for Humble Humans, et dont The Economist, en français, reprend AI for Humble Humans. Ah oui, ils embedent les articles. Mais en français, donc elle fait une version française pour eux. Ah oui, d'accord. Et donc en fait, c'est pareil, c'est le même sujet, et donc elle doit faire l'effort, comme ce que fait Marie. Quand je te dis que je cherche les différences, c'est parce qu'il y a des différences en fait. Oui. Mais tu vois ce que tu disais sur le fait qu'il y a des mots où on n'a pas le choix. Moi, j'ai publié hier sur LinkedIn, j'ai publié un truc, il y avait le mot prompt sur l'illustration, et il y a quelqu'un qui est pas dans mon réseau, qui m'a dit, je sais pas ce que ça veut dire, prompt. Mais nous, on est dans une toute petite bulle, en fait. On se rend pas compte, on est dans notre bulle de filtre de gens qui connaissent la tech, qui maîtrisent la tech, qui cherchons à en savoir encore plus sur la tech, mais il y a plein de gens, en fait, qui savent pas. Et le fait d'avoir ce vocabulaire-là, ça crée encore un schisme supplémentaire, et c'est un peu ce qu'on essayait avec PPC et le Digital pour tous. On était vraiment sur ce côté inclusion, ce côté lutte contre l'électronisme, expliquer les termes, expliquer les concepts, expliquer comment ça fonctionne aussi, parce que sinon on va en laisser plein au bord de la route, quoi. Ouais, complètement. Eh ben écoute, c'est le temps peut-être de passer à autre chose que les lectures. Donc généralement à ce moment-là de l'émission, on parle des tools, des apps, des applications, tout ce que tu peux utiliser en termes de software, d'app pour faire ta veille en général. Donc t'es pas du tout RSS, c'est ce que tu as commencé par dire. Je suis pas du tout RSS, puisque moi je suis vraiment newsletter, et moi je suis Stoopinbox. Donc il y a un outil pour mettre tous tes newsletters au même endroit, quoi. Ouais, en fait, je suis Stoopinbox, donc ça te crée une adresse email. C'est une app et une web app, donc tu peux tout lire au même endroit. Ce que je fais, c'est que quand j'ai payé, je m'abonne avec ma vraie adresse et je crée un transfert automatisé qui me les range. Parce que je veux quand même garder mon adresse, parce qu'on sait jamais si Stoopinbox s'arrête et que je peux plus récupérer mon abonnement. Comment tu fais alors? Tu peux transférer Stoopinbox? Ah oui, en fait, dans Gmail, donc je m'abonne avec mon adresse LBK Consulting. Je crée un filtre dans Gmail automatique qui dit que quand la newsletter arrive, elle soit transférée à mon adresse Stoopinbox et puis rangée, archivée. Mais moi, je la vois pas dans mon inbox normal de boulot, parce qu'en fait, moi, j'ai un truc sur la tech, c'est que je veux garder le contrôle de quand je fais les choses. C'est pour ça que j'ai très peu de notifs sur mon téléphone, sauf
les WhatsApp de ma mère, les SMS de mon fils, et voilà, tu vois, c'est tout, quoi. Donc, c'est vraiment les trucs urgents. Parce que j'ai un fils petit et une maman un peu plus âgée. Donc, mais sinon, je veux vraiment garder le contrôle, donc je veux pas que mes newsletters viennent me perturber. Et donc, j'ai Stupinbox. Ça, c'est, on va dire, c'est le cornerstone, tu vois, c'est tout s'organise autour de ça. Alors moi, je suis très desktop aussi. Ça, c'est peut-être un truc qu'il faut dire. C'est qu'en fait, je suis extrêmement desktop. J'ai cette chance de beaucoup bosser de chez moi, avec mon Mac sur les genoux. Et donc, je suis beaucoup sur... Alors, je suis sur Arc. Je suis pas sur Chrome. J'adore Arc. Non, je sais pas du tout. Alors, c'est basé sur la technologie Chrome. Donc, ça veut dire que tu peux intégrer tes mots de passe, tes extensions. Ça importe tout, en fait. C'est vachement mieux, c'est beaucoup mieux organisé, l'UX c'est dingue. D'accord. Donc je recommande Arc. Je l'avais mis, mais t'as dû t'abonner à la newsletter après que j'en fasse la promo beaucoup. À une époque, il y avait encore des codes d'invitation, etc. Maintenant, je pense que tout le monde peut le. Mais si tu peux pas le télécharger, dis-moi, je t'enverrai un code d'invitation. Et cool. C'est vraiment top. Donc je suis sur Arc et donc je lis mes newsletters, je clique sur les liens puisque c'est beaucoup de newsletters d'articles. Je scanne, donc déjà je suis la titraille, mais ensuite je scanne et j'ai une petite extension qui n'est pas l'extension native de Notion, c'est une extension qui s'appelle Save to Notion parce que je peux taguer. En fait, l'extension native de Notion va sauvegarder dans une base de données, mais ça ne me suffit pas parce que moi j'ai besoin de savoir, déjà j'ai plusieurs bases de données. J'ai celle de la newsletter, mais j'ai celle dans laquelle je mets les trucs pour mon blog, pour mes clients, etc. Je fais pas de la veille que pour la newsletter. Et ensuite... C'est Notion, ta base de données principale. C'est Notion. Je me suis fait un sacré template que j'en ai même vendu des NFT de ce template. Donc je vends un template Notion sur la veille. Si ça intéresse quelqu'un, il m'en reste 5 ou 6, je crois. Et donc c'est Notion dans lequel je stocke, mais je stocke déjà bien rangé par rapport à mes rubriques. Donc je pré-tag. Tu vois, j'ai une rubrique IA dans laquelle je pré-tag et tout ça. Et donc ensuite, je vais généralement en fin de semaine, vendredi après-midi, je vais commencer à passer en revue déjà rien qu'en nombre et me dire, ok, j'en ai suffisamment ou j'en ai trop. Souvent j'en ai trop, pour être très honnête. Et là, je vais regarder, comme c'est déjà tagué, je vais regarder c'est quoi les endroits où j'en ai trop. Quand tu dis taguer, c'est quoi? C'est tu leur donnes une catégorie? Oui, c'est ça. J'ai une rubrique. En fait, j'ai une colonne rubrique et quand je les enregistre, je sais déjà dans quelle rubrique je pense les exploiter. Ça arrive que je les change quand j'analyse, quand je lis plus avant, etc. Mais déjà, j'ai quand même grosso modo le truc. Donc bon, j'en ai généralement entre 30 et 70 sur l'IA, parce qu'en ce moment, ça n'arrête pas. Mais c'est vrai que parfois, tu vois, sur réfléchir ou sur bon à savoir, j'en ai trop. Sur ça fait réfléchir ou sur bon à savoir ou sur détente, on se détend, il faut pas que j'en ai plus que 3, quoi, tu vois, enfin c'est plus que 3, c'est pas ça le cœur du truc. Donc c'est la petite note d'humour de la fin de la newsletter, c'est pas le cœur de je peux pas en avoir 6, ça marche pas. Donc je fais déjà une première sélection avant de rentrer dans la rédaction. Ça c'est pour toutes les rubriques Sophia. L'IA. L'IA. Comment fais-tu ? Et là on rentre et c'est là que j'utilise le Remarkable. Donc là, tu as sur tes genoux une tablette Remarkable, dernière génération. Oui. Dernière génération avec le stylet dernière génération. Et donc en fait, le Remarkable, donc c'est un carnet numérique. Donc tu prends des notes, tu écris comme si tu écrivais à la main. Je l'utilise pour mes réunions clients, etc. Enfin, c'est comme si tu écrivais sur un papier, sauf qu'à la place d'avoir tes cahiers où tu sais plus dans quelle ordre c'est, tout ça, c'est ça. Et surtout, tu peux aussi, donc toi, tu peux écrire, mais tu peux lire. Tu vois, j'ai là, tu vois, je te parlais de Breakthrough Advertising. Breakthrough Advertising, je l'ai là, tu vois. Donc en fait, je peux lire mes PDF en fait. Ah ouais. Donc ça te lit tous les PDF. Donc si tu as des bouquins en PDF ou en e-pub aussi, enfin en tous les formats, tu vois, donc tu peux lire, annoter et tout. Et tu as la mémoire tactile quand tu écris, tu retiens mieux, il paraît. Exactement, moi j'ai la mémoire comme ça. Enfin moi aussi. Moi j'ai besoin. Alors, il paraît, c'est vrai. Mais est-ce que ça marche avec ça marche de la même manière? Oui. En fait et t'as même le bruit quand t'écris. Ah bon? C'est-à-dire que quand j'écris, si je prends des notes. Là, tu vois, je vais écrire, je vais rajouter une page là, mon petit truc. Je sais pas si on peut l'entendre. Tu veux que j'essaie? Tu mets sur le micro. Ouais, je vais essayer de le mettre sous le micro. Attends. Mais c'est quoi? C'est un bruit fictif qu'ils ont? Ah oui, si on entend. C'est pas génial. C'est pas un fake bruit, quoi. C'est un. Ouais. Voilà. Ouais. Incroyable. J'ai écrit. Je prends des notes pour TechSource. Alors normalement. Si tu es une personne normalement constituée, si tu es une personne normalement constituée, il y a un OCR.
Oui. Sauf que moi, il n'arrive pas à me relire. Donc c'est la catastrophe. Ouais, c'est là, faut écrire en capital limite. Moi j'écris trop mal. Moi Ouais, j'ai c'est une pareil. écriture de médecin, donc ça marche pas. Mais ouais, donc en fait j'utilise le Remarkable. Pourquoi ? Pour l'IA, parce que comme j'ai généralement plus de 30 articles et même Ouais. plutôt 50, 60, 70, en fait, je peux pas ne pas écrire. C'est-à-dire que sur le savoir ou réfléchir, comme j'ai 6-7 articles, mon cerveau il est suffisamment câblé pour que je retienne les 6-7 et que je fasse les liens. Mhm. Sur l'IA, il y en a dans tous les sens. Donc en fait, j'ai un truc où je prends des notes. Ouais. Alors j'ai effacé les vieux, hein, mais tu vois là, j'ai depuis le 136, tu vois. Donc en fait, je prends des notes Mhm. c'est pour ça aussi qu'il fallait que je le Remarkable dans mon... Tu vois, où je mets ça c'est le nom de la source. Ouais. Et puis je prends des notes de c'est quoi le sujet ou c'est quoi le truc intéressant. J'ai commencé à me dire... Anti-sèche, quoi. Tac. Alors c'est pas anti-sèche, c'est vraiment je note parce que c'est plus rapide pour moi à relire, Oui. pour me dire ok comment j'organise, c'était quoi les thèmes tendances, et je me suis même dit, parce que il y en a parfois je suis à 5, 6, 7 pages de sources, Wow. qu'il faut, sur l'IA c'est n'importe quoi en ce moment, enfin franchement c'est n'importe quoi, je me suis même dit qu'il faudrait en fait que je le fasse plus en mind map. Et c'est aussi la beauté du Remarkable. C'est-à-dire que tu peux dessiner, moi je l'ai pris à la base parce que j'adore griffonner pour mes clients. Je leur griffonne beaucoup, tu vois, des trucs. Et j'avais un espèce de tableau blanc en visio, tu vois, j'essayais, mais avec le reflet, ils voyaient pas bien. Et en fait, le Remarkable, t'as une appli sur le Mac, et moi je dessine, et eux ils voient. Et c'est complètement magique. Oui, tu vas t'acheter le Remarkable. Ah bah, c'est un cadeau de Alex. Noël. Ça, Ça, je t'es vais y sûr. passer. T'es sûr. Et moi, en fait, je l'ai eu en cadeau de Noël il y a 2 ans, c'est une de mes clientes qui me l'a offert. Qui D'accord. me l'a fait envoyer de New York. Enfin, elle est à New York, elle me l'a fait envoyer, donc- pas de New York parce que c'est hollandais, et elle Donc me la l'a pub offert. Facebook n'est pas surfaite. Parce que Ah, c'est comme mais ça que tu le c'est- découvres. Mais Remarquable la pub entière. Facebook et Instagram, tu te dis non, c'est pas Non, possible. Ouais, non. Et en fait, c'est encore mieux que la pub. Mais moi, j'écris pas aussi bien que dans la pub. Ouais. Ça, Ouais. c'est le problème. Donc t'as un plugin quand même, mind mapping, pour exporter sur... Alors, t'as pas de plugin mind mapping, t'as une app. Alors, tu payes, donc c'est 2,99 € par mois Ouais. pour avoir l'app sur Mac, la synchro, le stockage cloud et l'OCR. Que peut-être pour des gens ça marche, hein, l'OCR, et le fait de pouvoir projeter entre ton Remarkable D'accord. et ton app Mac. Ok, ouais, d'accord. Ils sont connectés au même Wi-Fi. Donc, le Remarkable tout seul coûte déjà assez cher, le stylet coûte très cher, et le consommable, en fait, c'est la mine. Ton consommable, c'est ta mine. Ça se consomme beaucoup. Il faut en acheter beaucoup. Mais c'est quoi le modèle économique ? Ça, c'est incroyable. C'est une mine qui se consomme, en fait. Alors C'est une mine qui se consomme, en fait. c'est fait en quoi C'est du graphite ? Je pense, ouais. Ah, ok. C'est une mine qui se consomme. Et ça, c'est la gomme. Parce que moi, j'ai pris le Pencil 2. Donc, c'est le Ok. Remarkable 2 et le Pencil 2. Et donc, tu as la gomme au bout. Sachant Énorme. qu'en fait, tu n'as pas besoin de la gomme au bout parce que tu as une gomme, tu as un Ouais. truc gomme. Hein, mais voilà, moi, la gomme au bout, je trouve ça très pratique. Tu peux faire du copier-coller aussi. C'est-à-dire que tu peux entourer des trucs. Moi, tu vois, par exemple, avec mes clients, quand je note tout. Souvent, à la fin, tu sais, de la séance de sparring partner, je fais alors, ok, les 3 actions, c'est ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais un copier-coller dans le nouveau de notebook qui est le début de la session suivante. Parce que comme ça, on se rappelle, on repart des actions. Et c'est un copier-coller. C'est-à-dire, je prends, je fais un rond comme ça, je dis tu me le copies. Et tu l'envoies sur le... Et je le dépose. C'est magique, quoi. Enfin, c'est Ouais, c'est génial. visuel, C'est vraiment très pratique. Et donc là, je me suis dit que pour ma veille IA, faudrait quand même que je commence à plutôt organiser en mind map, tu vois, que je me dise... Parce qu'en fait, c'est ça mon truc, c'est qu'il y a des thèmes qui doivent dégager. Et le faire en linéaire, ça ne m'aide pas à faire les thèmes. Ouais, le fait d'avoir la God View là, sur le mind map, je pense que c'est une manière d'appréhender en un clin d'œil un peu C'est ça. la diversité de... C'est ça. Exactement, et ça va me permettre aussi, si je le fais sur toutes mes rubriques, d'aller aussi plugger mes liens Twitter. Parce qu'en fait, ma veille, j'en garde une partie pour la newsletter, mais il y en a une partie que je partage aussi au fil de l'eau sur Twitter, Blue Sky, Mastodon, puisque ça, c'est les 3, je publie exactement la même chose. Et en fait, je vais réintégrer certains de ces partages dans la newsletter. Soit parce qu'il y a des sujets, tu vois, typiquement là, le coup d'OpenAI, alors pas le fait qu'ils s'arrêtent là, mais la semaine dernière, quand ils ont eu leur première cyberattaque,
Je pouvais pas attendre la newsletter pour parler de la cyberattaque sur OpenAI, c'était pas possible. Donc j'ai réintégré la cyberattaque après. Mais il y a vraiment des trucs où et puis il y a des trucs que je repartage pas. Enfin, je sais pas à l'avance en fait sur Twitter ce que je vais réintégrer ou pas. Donc ce serait pas mal aussi que je puisse faire ça. Et donc voilà. Donc ma tool stack c'est Stoopinbox, Save to Notion, Oui. Remarkable. Et je viens de passer sur MailerLite pour créer la newsletter. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Et je suis sur Que t'es Buffer. plus sur Mailchimp parce qu'il change de... Ouais. 50 balles. Ouais, non, J'ai commencé il y a 2 ans, c'était 20. Depuis qu'ils ont été rachetés par Intuit, c'est nawak. Enfin, moi, j'accompagne plein de clients sur de l'augmentation de tarifs. Je leur dis de ne pas faire ça. Et je suis sur Buffer pour programmer mes tweets et mes mastodons. Mais il n'y a pas d'API Blue Sky. Donc, Blue Sky, je le fais en natif. Et donc, je publie tout d'un coup. Ouais. Alors, sur cette histoire de plugin, d'extension Notion, Save to Notion, je sais pas s'il a évolué, je l'avais testé il y a 6 mois. Et en fait, il y a mieux. Ah ouais, t'as trouvé mieux ? Ouais, il y a mieux. C'est quoi ? C'est le Save to Airtable. Ah, mais j'aime pas Airtable. Ah ouais, sauf que tu chopes la vignette, tu chopes le titre, tu chopes la description, tu chopes... Et je chope tout, moi, la vignette, le titre, la description. Ok. Et je chope même le texte, je chope le contenu. Est-ce que tu peux le ranger dans des catégories dans l'extension? Ah oui, parce que moi c'est ça, j'ai une colonne. J'ai une colonne, quand je te dis je les tag en fait, j'ai une colonne catégorie que je choisis au moment où je sauvegarde. Ah, c'est au moment où tu sauvegardes. Parce que moi, il y a 6-7 mois, ça me prenait quelques... Ouais, titre, URL, évidemment. Non, en fait c'est qu'il faut aller dans les paramètres un peu plus loin. Et si tu les paramètres, parce que si tu la prends telle qu'elle est, si tu vas pas farfouiller un peu, c'est hyper limité. En fait, il faut que tu ouvres le truc. Il te prend la web page complète, c'est-à-dire que moi, j'ai plus besoin de cliquer sur le lien. Oui, c'est vrai que ça, il le faisait. Ça, c'était pratique. J'ai le texte à l'intérieur, ce qui m'évite. Le texte, et du coup, ça me. Et puis même en search, tu vois, en search, ça me permet de retrouver un certain nombre de trucs. Il te prend la vignette et tout ça, enfin, tout ce que tu as dit. Et si ta base de données dans laquelle tu vas enregistrer, elle a des colonnes, enfin des champs, pardon, tu peux lui dire quel champ tu veux qu'il apparaisse dans ton extension. Et moi, je fais apparaître le champ rubrique pour donner la rubrique. Alors, ok, ça, admettons. Mais ce que j'avais trouvé cool, c'est que je pouvais faire dans les vignettes qu'ils te proposaient, souvent, ce qu'ils te proposent, c'est un jet de dés, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu peux se faire un screenshot. Et donc, c'est le screenshot que tu veux qui va te servir de vignette. D'accord. Alors ça, non. Tu veux peut-être pas déménager ça, pour ça, mais... Ça, non. Non, ce qui met en vignette, c'est le... tu sais, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, le truc qu'il y a dans la barre... le flaticon. Ah, le flaticon. Okay. C'est le flaticon qui va prendre. Ok. Non, mais quand j'avais vu... Non, je ne passerai pas sur Airtable ce soir, Alex. Ouais, non. Notion. Ok, non, mais super. T'as... Ton processus de veille. Alors si, moi j'ai une question sur la knowledge, parce que tu mets où tous tes petits et c'est dans Notion, mais comment tu y retournes en fait dans toute cette connaissance. Alors, c'est une vraie question que je me pose, c'est que captation, identification, analyse, mais il y a un moment donné, tu as une base de données, comment tu la fais vivre et comment tu... Alors moi j'ai en fait... Non seulement j'ai la source, mais je mets et la source et l'output. C'est-à-dire je mets aussi où est-ce que je l'ai utilisé. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, là je t'ai expliqué comment je vais enregistrer. Ouais. Mais une fois que j'ai choisi, donc j'ai pré-tagué en rubrique, donc j'ai une colonne rubrique, mais j'ai aussi une colonne parution. Ouais. Qui va dire si je le mets sur Twitter ou le numéro de la parution ou non, parce que finalement j'ai décidé de ne pas l'utiliser, mais je le supprime pas. Parce que si je l'ai sauvegardé à un moment donné, c'est que ça m'intéressait. Bah oui, c'est qu'il y avait une donc je le supprime pas. Mais à partir du moment où j'ai une date, c'est-à-dire que si c'est non, ça disparaît. Si c'est Twitter ou un numéro d'édition, je dois mettre une date pour que ça disparaisse de la vue. Et c'est pour ça que j'ai créé un template en fait. C'est qu'en fait, je peux rentrer par rubrique, je peux rentrer par édition, je peux rentrer par qu'est-ce que j'ai encore à traiter. Plusieurs vues, ouais. Enfin, tu vois, et donc j'ai une vue sur ce que j'ai encore à traiter de ma veille. J'ai une vue sur ce que je garde pour LinkedIn, parce que pour LinkedIn, c'est plus de l'inspiration. On n'est pas sur des news, puisque sur LinkedIn, je fais pas de news, mais je me garde des sources d'inspiration sur des sujets que je veux garder. J'ai une vue qui sont un peu les liens, les invariants. Par exemple, mon lien de parrainage de Snowball, tu vois.
Parce que mon lien de parrainage de Snowball, il va pas changer et je vais potentiellement le pousser dans différentes newsletters. Donc lui, il disparaît pas. Mon lien de parrainage de Flynn quand j'en avais un, etc. Donc tu vois, j'ai ces 3 vues qui sont permanents et j'ai au-dessus, donc je peux rentrer par rubrique, je peux rentrer par édition et puis j'ai évidemment la table, parce que tout ça c'est que des vues, et j'ai la table curation dans laquelle je suis à 14 000 lignes sauvegardées aujourd'hui. C'est Parce que j'ai commencé à sauvegarder à l'édition 30, je crois, que je me suis mise en place mon truc. Donc c'est pour ça que j'en ai fait un template, si tu veux. C'est que c'est moi je pense que la veille juste stocker, ça suffit pas. Si tu sais pas comment tu l'as exploité, ça marche pas. Et donc dans mon autre base, qui est la base client, machin, etc., que j'appelle la base newsletter, j'ai une rubrique, j'ai des rubriques, et donc j'ai des rubriques par nom de client. Généralement, si c'est pour un client, je lui envoie direct. Donc j'ai pas besoin, mais donc j'ai vraiment des tags, et en fait c'est pareil, j'ai des vues. Et tu vois, par exemple, là, j'ai fait récemment pour un de mes clients grand compte, je fais le tour de ses directions régionales pour faire des conférences sur les innovations et les tendances. Et donc un mois avant, je commence à me remettre à jour parce qu'il y a des trucs, tu as des nouveaux chiffres, des nouveaux, etc. Et je veux toujours que ça nickel. Donc j'ai une vue dédiée juste pour lui. Comme ça, quand je remets à jour ma presse, et là d'ailleurs, on a même carrément changé un des sujets qu'on a. Généralement, on est autour de 3 tendances et on a complètement changé une des tendances. Pour pouvoir aller mettre les sources les plus récentes, etc. Mais tu vois, donc tout est organisé en fait. Tout est organisé et ouais, l'output c'est important. Et je crois que c'est le truc que les gens oublient en fait dans la veille. Ils oublient que ça doit servir à quelque chose, en fait. Ouais. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, on en parlait, mais c'est parce que tu dois écrire, que tu dois partager, qu'à un moment donné, il y a un livrable, que quelque part, ça t'apprend, en fait, à partager de faire un exercice quali, quoi. J'espère. En tout cas, ça m'oblige, moi, à vraiment la digérer. C'est la diffusion. Voilà, je cherchais l'étape du cycle de veille qui fait que... S'il n'y a pas de diffusion... Exactement, c'est ça. Ça stocke. Et puis, S'il n'y avait pas de diffusion, je ne sais même pas si certains articles, je les lirais jusqu'au bout. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il y a des articles... très sincèrement, moi, je fais ma veille. On a parlé des outils, on n'a pas parlé des moments. Alors, moi, je suis une lève-tôt. Les routines, si, parlons-en, vas-y. Ouais. Mais en fait, moi, je suis une lève-tôt et j'ai la chance que mon mari et mon fils sont comme moi. On se lève tôt et on ne se parle pas. Nous, on se dit bonjour le matin. Et sinon, pendant 2 heures, il n'y a pas un bruit, à part le chat. Et moi, je lis mes newsletters le matin. Genre entre 6 et 8, je lis mes newsletters. Et donc, j'ai pas forcément envie de tout lire. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, je sais qu'il faut que je le lise. Alors, soit je le sauvegarde en newsletter parce que je suis pas vraiment sûre de l'utiliser, mais je sais que ça va me travailler. Il faut quand même pas que je dise à Stoup que je l'ai lu. Et puis, il y a des trucs où je me dis, bon... je commence à lire, je me dis bon, je vais pas jusqu'au bout, c'est un truc qui fait, tu sais, genre les articles de la réclame de 17 minutes, quoi. Je vais commencer à lire, ou les trucs du Sbeg Erika, tu vois. Enfin, c'est typiquement le genre d'article où tu lis l'intro, tu dis ouais, quand même c'est intéressant, je le mets de côté, c'est vraiment un sujet. C'est lourd, mais j'ai pas le matin. Mais pas le matin, et puis j'ai pas 17 minutes, moi en 2 heures, il faut que je dépile 200 newsletters si tu veux. Donc j'ai pas 15 minutes par article, ça marche pas. Donc ça, je vais le lire à partir du vendredi après-midi, tu vois. Et je vais et sachant ou alors le soir, parce que parfois, en ce moment c'est pas le cas, mais j'essaye aussi de finir mes lectures, en fait, vraiment d'avoir une journée un peu zéro inbox de la newsletter, sachant que je suis zéro inbox boulot, mais j'essaye d'être aussi zéro inbox de la newsletter quand je vais me coucher. Les routines, c'est hyper intéressant de savoir comment, quand tu te lèves, tu fais quoi, comment ta veille, tu l'organises, quoi. Il y a plein de gens qui disent qu'il faut pas regarder des écrans le matin. Moi, c'est le premier truc que je fais, en fait. C'est clair. C'est c'est mon café, mon Mac sur les genoux et mon stupid box ouvert et vas-y, quoi. En revanche, je suis pas sur les réseaux, je suis pas sur mes mails, je suis sur mes newsletters. Ouais. Je te dis les sujets que j'ai notés qu'on n'a pas encore abordés. Ça fait plus d'1 heure. Ce que j'allais dire. Alors, j'y parlais. Alors, il y a Gen AI et veille. Tu vois, ça, c'est un truc j'ai envie de creuser avec toi. Il y a Knowledge veille. Ça, on vient de le faire. Ouais, ça, on l'a fait. Alors, Talkwalker, j'ai mis. Talkwalker. Ouais, en fait, c'est les outils. Tu sais, t'as des outils payants, chers, voire même très chers. Social listening ? Ouais, de social listening. Qu'est-ce que t'en penses ? Et est-ce que tu les as déjà utilisés ? Parce que moi, je lorgne souvent dessus. Je sais que c'est des usages pro. Voilà. Il y a aussi Buzz Sumo.
Ouais, t'as BuzzSumo, t'as Meltwater, enfin, t'en as plein, en fait. Est-ce que, selon toi, ta veille versus un abonnement chez eux, Alors, est-ce que ça va t'aider ça va augmenter un peu le signal ou Non, moi, je pense que c'est des outils qui sont indispensables quand t'es une marque pour savoir ce qui est dit de façon publique sur toi. Mention, tout ça, Voilà, ouais, ok. ça, c'est indispensable. En revanche, moi, je pense que les trucs vraiment intéressants qui se passent aujourd'hui, c'est en dark social. Ouais. Et donc, tu les chopes pas avec ces outils-là. Non. Mais c'est le dark social, pour moi, c'est Les groupes WhatsApp privés. les groupes WhatsApp privés, Telegram. les groupes Discord, les groupes communautés Telegram privées, puisqu'il y en a qui sont publics. Les SMS que tu envoies à une personne. Aujourd'hui, il n'y a pas que du one-to-many, il y a aussi du one-to-one. Il y a de plus en plus de one-to-one. Moi, je dis toujours, une audience, c'est du one-to-many. La communauté, c'est quand les gens qui sont pas celui qui a créé commencent à interagir entre eux sans toi. Et donc, forcément, moi, je commence à avoir des conversations. Moi, je suis dans plein de communautés, et en particulier des communautés de médias, tu vois. Et je commence à avoir des discussions et même à bosser avec des gens que j'ai rencontrés au sein de la communauté, mais sans le créateur de la communauté. Et j'échange énormément de messages individuels, en fait. La bonne veille, c'est la veille qui est dans les DM, en fait. La bonne veille, je sais pas. Mais en tout cas... Les bons tuyaux. Ouais, mais en tout cas, Talkwalker va jamais t'aider à la choper. Enfin, il n'y a pas d'outil pour la choper, en fait, celle-là. Tu vois, il n'y a pas d'outil. Le dark social, c'est aussi un vrai sujet pour les marques. C'est terrible. Enfin, moi, j'ai des clients que j'accompagne. Ne pas mesurer... J'ai dû mettre en place dans leur tableau de bord des KPI pour approximer le dark social. Parce que tu peux pas le mesurer, évidemment, mais tu peux l'approximer. Donc, tu peux l'approximer, mais comment, du coup, si t'as pas la... par exemple, tu te dis, alors plutôt dans le bon sens du terme, si j'ai un pic de branded search, j'ai ma baseline et puis un jour, pouf, j'ai un pic, c'est quelqu'un a parlé de moi. Ouais, tu te dis, il y a un événement, il y a un truc. Il s'est passé un truc. Moi, par exemple, alors je vais prendre un cas très personnel. Il y a une semaine, j'ai eu 50 abonnements à ma newsletter. En une semaine, ça n'arrive jamais. Moi, j'ai une petite newsletter de niche. Enfin, le truc, si je grandis de 10 par semaine, je suis hyper contente. Déjà, quand je descends pas, c'est pas mal parce que, comme je te disais, les gens se désabonnent, c'est dense. Mais, et là, alors, il y a eu une semaine, c'était ça. J'ai repéré les emails qui s'abonnaient et j'ai compris qui avait fait du dark social et je lui ai posé la question. Et oui, il avait fait un message sur un Slack privé. Et il y a eu un mois plus tard, j'ai fait plus 30 et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas identifié, si ça se trouve, c'est 3 personnes la même semaine, je ne sais rien. Et donc, je sais qu'il y a eu du dark social. Je ne sais pas où, je ne sais pas qui, mais je sais qu'il y en a eu parce qu'il y a un point d'anomalie, en fait, si tu veux, dans les chiffres. Mais ça marche que si tu connais ta base. Si tu ne connais pas ta baseline... Ça, c'est mon côté chimiste, si tu veux. C'est le côté, on a le truc de contrôle, quoi, tu vois. Ouais, ça m'est arrivé un jour sur la newsletter de voir c'était pas des subscribers, c'était dans le taux d'ouverture des nombre de vues. Il a explosé. C'est souvent chez un corpo, t'en as un qui s'abonne, qui fait tourner. Qui fait tourner, c'est ça. Tu vois le truc. Il l'a ouvert 50 fois. Ouais. Gen AI et veille. Alors, on est en 2023, à l'heure de la veille, à l'heure de la Generative AI. T'en sers un peu de ChatGPT, t'as vu des cas d'usage intéressants. C'est bizarre parce que moi j'essaie de me renseigner sur ça. Il y a peu de choses, c'est pas très documenté. J'ai vu un article et encore qui survolait, mais qui parlait de ça va tuer les veilleurs. Alors Flint, Benoît, Raphaël et Thomas Maillet donc ont décidé de créer Génération IA, qui est donc coécrit ChatGPT, Benoît et Thomas. Donc, c'est la techno de Flint de veille pour identifier les articles. C'est des prompts qu'ils ont fait à ChatGPT pour commencer à digérer cette veille. Et ensuite, la relecture des humains et l'apport des humains, etc. Donc, mais eux, c'est les bons élèves, tu vois. Mais eux c'est non seulement les bons élèves, mais c'est même ouais. pas que c'est les bons élèves, c'est que eux, c'est ceux
dont on parlera dans 50 ans en France en disant ça a été les premiers à le faire et ils ont une avance sur tout le monde parce qu'ils font l'IA depuis 5 ans et que Benoît il maîtrise le truc. Moi, il m'a montré Benoît comment il fait. Enfin, je lui parle régulièrement, donc je trouve ça génial parce qu'ils ont vraiment pensé leur prompt pour tirer le meilleur de ChatGPT et ne pas tomber dans les hallucinations, c'est-à-dire vraiment... et puis eux, c'est des sachants, c'est-à-dire qu'ils sont capables de corriger, quoi. Et moi, c'est ça que je pense sur les IA génératives, en tout cas de texte, en tout cas d'explication, parce que sur Midjourney, bon, il hallucine, tu t'en fous, c'est pas très grave, et puis c'est un peu ça que tu cherches aussi. Oui. En revanche, sur le texte, et moi, c'est ce que j'apprends à mon fils, ne pas demander à l'IA d'écrire quelque chose que tu n'es pas capable de corriger. Oui. C'est-à-dire ne pas demander à l'IA de te faire l'exposé sur Napoléon alors que tu n'as aucune idée de la date de sa naissance et de sa mort. Quoi. Et pareil sur la veille. Et donc moi, j'ai un vrai problème. Alors d'abord, moi j'ai un problème, c'est que moi je fais de la veille ultra immédiate. Donc, alors il faut l'abonnement de ChatGPT+, il faut qu'il soit connecté au web. Enfin voilà. Alors maintenant, avec le nouveau truc de OpenAI, là, depuis le Dev Day, ça va être plus facile, mais avant je ne pouvais pas. Parce qu'avant, ça me demandait plein de plugins différents en même temps, ce qui n'était pas possible. Et ensuite, même, tu vois, mes confs et tout ça, je le fais... je sais pas ce qui fait que je vais connecter des trucs. C'est-à-dire, je suis pas capable de prompter un truc que je suis pas capable de conscientiser, en fait. Et moi, ma veille... ça fait partie des choses que je suis incapable de conscientiser. Je ne sais pas ce qui va faire que je vais relier des news entre elles. Quand tu disais, je lis ta newsletter et je me dis, tiens, elle a raison, ça va ensemble, etc. Je peux pas t'expliquer comment j'ai fait ça. Donc, comme je peux pas t'expliquer comment je l'ai fait, je peux pas dire à ChatGPT de faire la même chose, en fait. Moi, j'ai une conviction là-dessus, tu vois. Je vais me dire ce que t'en penses. L'avenir de la veille avec l'IA, pour moi, elle est pas trop dans ce que le robot peut te cracher, j'ai envie de dire, mais c'est plus... dans la faculté des LLM, enfin en tout cas je pense à ChatGPT, de faire du code. Et en fait, j'ai testé moi, j'ai demandé à ChatGPT de me faire des Google Scripts. Tu vois. Alors je sais pas coder, tu vois, Python, tout ça, bon. Et JavaScript non plus, tout ça. Et en fait, c'est comme le no-code, mais 1000 fois plus puissant. C'est-à-dire, je lui ai dit, écoute, prends tous les liens. Là, j'avais une petite base de données sur Airtable. Alors, c'était sur une sheet, mais j'aurais pu le faire sur... alors là, pour le coup, là, je le fais sur Google Sheet parce que je sais qu'il y a le module développeur script, voilà. Et je lui dis, voilà, aide-moi pas à pas pour développer un outil qui me permette de transformer tous mes liens en newsletter. Tu vois ? Et j'ai fait joujou avec ça, tu vois, je ne l'ai pas testé jusqu'au bout, mais... je l'ai testé jusqu'au bout pour voir si ça marchait, et ça marche. De fou. Et en fait, il y a juste un iframe à copier-coller, là, dans... Mais ça te fait juste une newsletter qui a une liste de liens. Oui, mais ce que ça va pas t'apporter de la valeur et de l'analyse. Non, mais ça peut m'aider à construire des tamis. Ouais. De plus en plus verticalisés, silotés, qui ont du lien entre eux. Et moi, ce côté pouvoir de développement, de dev, tu vois, je pense que dans l'univers du no-code, les no-codeurs, comme on dit, ils ont bien conscience de ce que l'IA peut apporter. Mais pour tous ceux qui sont dans les métiers du savoir, connaissance et tout machin, je pense qu'il faut aussi se dire, non mais ChatGPT, ça fait pas que du texte, ça fait... Dans le côté multimodal, ok, ça fait l'image, mais attendez, ça vous donne la possibilité de faire du code, de développer n'importe quel website et des apps aussi. Et des apps, et je pense que les GPT, c'est ce qui va se passer. Mais moi, là où j'ai quand même une alerte que je vois, c'est que les gens passent plus de temps à développer un truc qu'ils vont utiliser une fois, que de faire une fois la tâche pour laquelle ils ont développé le truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, investir du temps pour comprendre comment ça marche l'IA générative, on doit tous le faire. Passer des heures à développer un GPT pour faire marrer tes potes et au bout de 3 fois que tu l'as utilisé, tu vas plus jamais l'utiliser. C'est là que je commence à avoir un sujet, si tu veux, de jusqu'où tu vas pour vraiment... faut mettre les mains dedans, mais faut pas passer plus de temps que des trucs, on sait encore le faire plus vite en fait à la main, ou tu vois, ou moi je fais des formules Excel, moi je suis de la génération, on était hyper fort sur Excel et PowerPoint. Non, je vais pas prendre Gamma ou Beautiful, en fait. Moi, faire une slide, je sais faire. Donc, j'ai pas besoin de Beautiful. J'ai passé plus de temps à apprendre Beautiful, en fait.
Le petit truc que j'avais testé avec le script, là, c'était justement cette question de vignettes et d'images que tu peux choper à partir d'un lien. Ouais. Et ça me manquait, tu vois. Autant quand tu utilises des apps comme Zapier, des choses comme ça. Mais moi, j'avais juste un lien, un URL, et je me dis, mais comment tu fais pour d'extraire une image à partir de... T'as demandé à ChatGPT. Ouais, il m'a dit, tu vas sur telle app, tu lui copies tel code et tout, machin. Tu t'appuies sur exécuter le script, et là, dans ta colonne D, tu as toutes les images. Mais là, ça vaut le coup d'investiguer, parce que d'abord, tu l'as utilisé sur une grande base, et puis surtout, tu vas le réutiliser. Après, c'est un truc que tu vas complètement intégrer dans ta routine, quoi. C'est pas rigolo. Ok. Bon, écoute, c'est énorme comme stack. Je crois que c'est l'épisode où j'ai appris le plus de choses. Mais t'as reçu des gens vachement bien, donc je rougis là. Waouh, non, franchement là c'est très très complet et puis activable. En 2 mots peut-être pour finir, allez, stack loisir, t'as peut-être 2-3 choses. Ah non, mais là on en a pour 1 heure encore. En ce moment, je suis trop contente. For All Mankind a repris, c'est trop bon. Ah, t'aimes bien ça? Mais je suis une fan. Les astronautes? Absolue. Non, c'est 2 choses que j'adore sur For All Mankind. D'abord, j'aime tout ce qui est dans l'espace. Ouais. Mais tout. Tout. Enfin, moi, j'ai un vertige de dingue. J'aurais jamais pu être astronaute, je partirais jamais et tout. Mais moi, Star Trek. Moi, le premier homme dont je suis tombée amoureuse, j'avais 5 ans, c'est Monsieur Spock quand même. Hein. Monsieur Spock, ouais. Parce qu'il était logique. Oui, c'est sûr. It's a Logical Captain, pour moi, c'est vraiment le truc. Ah non, mais c'est voilà. Donc, non, puis c'est avec tout le côté, en plus, tout le côté Star Trek. Les gens savent pas, mais Star Trek à l'époque, le premier baiser d'une noire avec un blanc, c'est vrai que c'est très ils ont vraiment défriché en fait au niveau des civil rights américains, etc. Puis tu vois, le fait d'avoir des aliens, enfin des gens d'une autre planète, te permettait de faire passer des messages qu'on pouvait pas forcément faire passer. D'ailleurs, le baiser était un baiser forcé par des aliens qui leur ont tout le cerveau. Tu vois, c'est pas un noir, une noire et un blanc qui sont embrassés comme ça. Enfin bon. Donc bref, Star Trek, Star Wars, j'ai lu tous les Asimov. Donc j'ai pas encore vu Foundation d'ailleurs, mais j'ai lu tous les Asimov. Ah, c'est ça n'a rien à voir avec le bouquin, il paraît. Alors c'est très éloigné. J'ai commencé à faire 40 minutes et j'ai pas reconnu le bouquin, donc ça m'a un peu déçu. Je parlais à un pote qui connaît très bien le bouquin, il me dit mais tu me parles de quoi? Ça m'a vachement voilà. Après j'ai fait mais moi je suis beaucoup bouquin avant, tu vois. Game of Thrones, j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai été lire le bouquin et là j'ai réussi à regarder. Le seul que j'ai réussi à regarder sans lire le bouquin, c'est The Witcher. Mais ça, The Witcher, j'ai dévoré quoi. Et j'ai dévoré. Dévoré la série? Ouais, parce qu'en fait, mon mari regardait. Dernière saison. Dernière saison ou Blood Origins? Parce que Blood Origins, vraiment bof. Hein. Ah ouais. Dernière saison. Non, vraiment, dernière saison, tu sens que l'acteur, il va se barrer, tu comprends pourquoi. Ouais, et d'ailleurs, on sait qui ça va être. Alors non, mais For All Mankind, moi j'adore en fait le côté uchronie. Dans For All Mankind, moi ce que j'adore, c'est ce point de départ différent et de se dire... tu te rends compte, les Russes qui arrivent en premier et les Russes qui envoient une femme et tout l'impact que ça a, je trouve ça génial. Les choses qui changent pas et les choses qui changent. Genre, les scénaristes ont dû s'éclater en fait à faire ce truc-là. C'est-à-dire John Lennon, il meurt pas. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que je trouve canon. Enfin, c'est donc For All Mankind et généralement Apple TV. Hein. Alors, Apple TV, c'est un autre niveau que les autres en fait. Si là, je suis sur Lessons in Chemistry, c'est canonissime. J'adore Morning Show. J'adore. Silo. Truth Be Told, Silo. Alors Silo, pour le coup, j'ai lu les bouquins. Moi, j'ai fait les 2. Silo, c'est incroyable. La dernière, tu l'as vu aussi? Oui, j'ai lu et j'ai vu les 8 épisodes. Ça me fait penser à Lost, tu vois, Silo. Ouais, absolument. Il y a un peu ce côté-là, et c'est avec une couleur, une photographie en fait qui est très... Moi c'est ça, c'est que Apple TV c'est léché quoi, c'est du bon Hollywood. Apple TV c'est le new, j'allais dire Netflix. C'est le new HBO en fait. C'est le new HBO, tu vois, c'est un peu comme Angels in America dans les années 80. Enfin tu vois, c'est vraiment le new HBO. T'as une vraie patte, une vraie photo. Direction artistique et photo qui est forte. Slow Horses. Ah non. Slow Horses. Ça, j'ai pas vu Slow Horses. C'est les mauvais espions. En fait, ils sont tous dans un endroit en Angleterre. T'as le MI6, tu vois, MI6. Et t'as l'antichambre des MI6, ça s'appelle l'étable, où t'as tous les mauvais qui perdent des mallettes dans les trains, tu sais. D'accord. Ils les envoient là. Et c'est dirigé par un mec dégueulasse, qui est un ancien espion, horrible. La première scène, tu la verras, elle te pose le personnage.
et qui est joué par Gary Oldman. Donc, déjà, il y a du level. Ouais, déjà, ouais. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que c'est eux qui vont déjouer les attentats. T'as un suspense de malade. Le personnage de Gary Oldman est détestable et très drôle aussi. Bref. Et alors après, moi, comme je suis non seulement une Trekkie, mais je suis aussi une fan des comics. Donc, X-Men, Marvel, etc. Donc, sur Amazon, je regarde évidemment The Boys et Gen V. Ouais, mais The Boys, ça vaut le coup. Ouais. Et Gen V. Gen V, je connais pas. Bah, c'est un spin-off. C'est un spin-off. Ah oui. Faut que tu regardes. Ouais. Ça m'avait choqué, The Boys, quand même. C'est très dur. Gen V, c'est pire. Mais The Boys, The Boys, c'est très bien. Pour moi, c'est canonique. Il faut que je pousse. C'est juste que j'ai pas survécu à la première scène du bus, mais c'est loin d'être la pire. Ok. Faut s'accrocher. Donc en termes de donc t'es pas mal série finalement et SF en général. Je suis série SF, comics, mais après je regarde des films d'auteur. Je suis une fan de Louis de Funès. Enfin voilà, je suis une femme aux multiples facettes. Et, de toute façon, il y a plein aussi pour revenir sur le sujet de la veille. Il y a pas mal de docs sur Netflix, sur Prime qui sont de qualité, quoi. Sur des. Et y a même des séries. Tu vois, moi j'ai vu les 2 séries. Il y a une série Netflix et une série sur Prime sur la crise des opioïdes, qui ont été traitées de façon un peu différente. T'en as une avec la nana de Orange is the New Black, qui est un personnage qu'ils ont créé de façon complètement fictive, et avec Matthew Broderick qui joue le grand méchant là. Ouais, j'ai Pharma. J'ai vu. Ouais, ça c'est la plus récente, mais t'en avais une qui était avec Rosario Dawson, un peu plus ancienne. Donc du coup, j'ai regardé l'autre aussi, qui est plus réaliste, qui est plus ancrée dans le réel, etc. Enfin, donc il y a aussi de la fictionnalisation. Tu vois, j'ai vu Recrashed, j'ai vu sur l'histoire de WeWork. Enfin, il y a aussi des vraies fictions, ou celle avec comment il s'appelle, ce Leighton Hewitt qui joue Uber, Travis Kalanick de Uber. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais la seule que j'ai pas vue. Sur Uber, ouais. Ouais, la seule que j'ai pas vue, c'est celle sur Theranos. Je l'ai pas encore vue. Mais sur Spotify, tu l'as vu? Et sur Spotify, je l'ai pas encore vu non plus. Ouais. Et Theranos, paraît que c'est très bien. Ouais, Theranos et Spotify, voilà. Donc il y a aussi de la fictionnalisation. Pas mal. Qui est pas mal. Et puis tu vois, enfin là, on est en pleine période, donc il faut en parler. La fictionnalisation de ouf, c'est The Crown, quoi. Enfin, Oui. The Crown, là, la 6e saison qui se lance. Oui. The Crown, pour le coup, moi j'aime bien Netflix aussi, quand même. Enfin, après, je suis abonnée à tout. Hein. Moi, de toute façon, mais Netflix, je regarde pas tout. Et The Crown, c'est. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Jusque-là, en tout cas. Donc, j'attends la 6e saison avec impatience. Et sur Netflix, après, les tout premiers, tu vois, les House of Cards, les Orange is the New Black, que j'ai cité. Là aussi, il y avait un vrai défrichage. En fait, t'allais beaucoup plus loin. Mais moi, j'adore regarder. Il y a le côté entertainment de la série, clairement. Et pour moi, ça fait partie de ma veille dans le décryptage sociétal. Et en fait, moi, je lis beaucoup de trucs sur la pop culture. Tu vois, quand je te disais que j'étais abonnée à des choses, je fais quand même le lien avec la veille parce que l'évolution de la société sur l'humour, sur l'acceptation de tel ou tel comportement, etc., ça va avoir un impact business à un moment donné. Et cette observation de l'évolution de la société, alors après, je vais pas me faire... je me fais plaisir aussi à regarder des trucs, mais c'est important, en fait, de comprendre parce que même si on vend en B2B, on vend à des humains, pour l'instant. C'est bien résumé. Écoute, ton actualité, on va peut-être en parler pour finir cet épisode en beauté. Donc, on a commencé par dire que tu avais un projet de bouquin. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que ça a commencé? Pour l'instant, c'est un projet parce que je suis en train de réfléchir à différentes pistes d'angles. En fait, comme moi, j'ai vraiment 2 grands types d'activités. J'ai une vraie activité sur la tendance et la veille. Que je commence à monétiser avec des conférences et puis donc avec l'initiateur qui n'est pas monétisé. Et j'ai une activité d'accompagnement de dirigeants, business advisory, quoi. Et donc, déjà, il faut choisir entre les deux. Alors, en fait, il y a quelqu'un qui m'a approché pour coécrire un bouquin sur la veille avec moi. Et donc, me dire, et comme ça, tu fais ton bouquin sur le business advisory tout seul et nous, on coécrit ensemble un bouquin sur la veille. Je vais peut-être le faire. Du coup, j'écrirai peut-être pas un, mais 2 bouquins. Et sur le business advisory, j'ai eu du mal à trouver mon angle, en fait, parce que je suis holistique. Et sinon, dans mon actualité, écoute, je vais continuer, je crois, le comment du pourquoi. Je me suis beaucoup posé la question de m'arrêter, parce que c'est très, très chronophage. Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si je l'ai pas,
Est-ce que ma veille sera toujours aussi utile pour le reste de mon business? Je suis pas sûre. Donc en fait, je le fais pas pour mes lecteurs, je le fais plus pour moi. C'est horrible à dire. Non, mais c'est comme ça que ça avance finalement. Voilà, c'est le moteur. Et c'est vraiment moteur. Et donc tant mieux si ça sert à d'autres. Et je suis ravie de la diffuser. Vraiment, ouais. Mais tu vois, enfin, ça fait quand même. J'arrive à 142 éditions. J'ai 1600 abonnés. Enfin, c'est une newsletter de niche en fait. Tu vois. Et quand je vois qu'il y en a qui écrivent des trucs qui sont de la ressucée d'Américains que j'ai lu il y a 3 mois, qui ont 200 000 abonnés, ça fait un peu mal quand même. Hein. Je vais pas te mentir, ça fait un peu mal, mais je me dis que moi j'ai la crème de la crème. Voilà. Oui. Bon, on va terminer sur ça, sur la crème de la crème. Laura, je te remercie. J'ai même pas de mots pour te dire à combien cet épisode a été riche et combien tu as été généreuse. Merci beaucoup. Je donne rendez-vous aux auditeurs. Déjà, allez sur le site de Laura, donc c'est LBK Consulting, et la newsletter s'appelle Le comment du pourquoi. Mais tu mettras le lien, j'imagine. Ah ça, ouais. En bonne place, parce qu'il y a beaucoup de sources. C'est vrai. Et puis, si vous voulez retrouver toutes les sources de Laura et les sources de tous les autres invités, rendez-vous sur techsource.io. Vous retrouverez un maximum. J'essaye d'être exhaustif sur tout ce qui s'est dit. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de TechSource. Merci Laura. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour accéder aux sources de nos invités ainsi qu'aux transcriptions complètes et recevoir chaque nouvel épisode par email, alors une seule adresse, un seul chemin, rendez-vous sur techsource.io. En vous inscrivant gratuitement à la plateforme, vous débloquerez l'accès à toutes les ressources des épisodes de ce podcast. Enjoy!